Bienvenue dans la suite du tutoriel réaliser un dépliant 3 volets 2 plis avec Scribus. L'objectif maintenant est de voir quelles sont les contraintes qui vont s'appliquer à notre activité avant de nous lancer directement dans le logiciel Scribus. Alors il y a deux types de contraintes majeures lorsque vous réalisez un document. Les premières sont issues de la nature de l'annonceur, c'est-à-dire la personne pour laquelle vous allez réaliser ce document. Et les deuxièmes sont relatives aux contraintes techniques imposées par votre prestataire d'impression. Donc pour le dire plus simplement, l'imprimeur qui se chargera de la reproduction de votre document sur papier. Donc en ce qui concerne l'annonceur, la contrainte majeure réside dans le respect de ce qu'on appelle la charte graphique. Alors la charte graphique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un document fondateur pour toutes les marques, pour toutes les entreprises, qui centralise l'ensemble des informations iconographiques, graphiques et donc visuelles qui s'imposent lorsqu'on utilise la marque. Donc l'élément le plus connu est le logotype, et du logotype d'une entreprise, nous allons décliner un ensemble de règles qui vont permettre de construire les différents éléments visuels de la marque. Je vais vous montrer un exemple concret puisque le dépliant que nous allons réaliser sera pour une association qui s'appelle Terre d'Avenir Pay Restort. Donc, vous voyez ici s'afficher la couverture de la charte graphique qui va présenter l'identité visuelle de cet annonceur. Donc, nous avons avant tout une page d'accueil avec les valeurs de cette association. Ce qui est important, à chaque fois que vous travaillez pour un annonceur, vous devez prendre en compte ces valeurs, savoir s'il y a une charte graphique et une identité visuelle, voire une identité éditoriale, nous y reviendrons peut-être plus tard, et vous devez ensuite respecter les règles de cette charte. Donc là, nous sommes sur le sommaire. Nous avons ici le rappel des valeurs et l'explication de la construction symbolique des éléments graphiques, dont le logotype. Et nous avons ici l'explication des différents éléments constitutifs du logotype. Alors, l'objectif aujourd'hui n'est pas de faire un cours sur ce qu'est un logotype, ni ce qu'est une charte graphique. C'est juste de porter votre attention sur la nécessité de vous renseigner de l'existence éventuelle de ce type de document et s'il existe, bien entendu, de le respecter. En ce qui nous concerne, nous devrons donc respecter le logotype ainsi que les conseils de mise en œuvre proposés dans la charte graphique. Nous aurons aussi l'obligation d'utiliser les caractères, là la DAXLine et la ruler, qui sont utilisés pour l'identité visuelle de cet annonceur. Ce qui voudra dire qu'il nous faudra les télécharger et les activer sur notre poste de travail pour qu'elles soient accessibles. Alors il faut que vous sachiez que normalement, lorsqu'un annonceur vous fournit sa charte graphique, il doit aussi vous transmettre les fichiers, donc du logotype par exemple, et les fichiers des familles de caractères qui sont dans la charte graphique. D'accord, c'est de sa responsabilité, puisque bien entendu, lorsqu'il a réalisé ou fait réaliser cette charte graphique, eh bien il a dû s'assurer d'avoir les droits d'utilisation sur ces différents éléments. Et nous aurons aussi à respecter tout ce qui va être palette iconographique. Donc ici, vous avez des exemples de mise en forme de différents documents. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est de récupérer les différentes couleurs du logotype pour constituer notre nuancier de base pour la création de nos documents. Alors, je vais m'appesantir un tout petit peu sur la notion de typographie, puisque peut-être que si vous suivez ce tutoriel, eh bien, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait aguerri sur le travail de la maquette et de la réalisation de documents sur support informatique, donc via la PAO, la publication assistée par ordinateur. Il faut que vous sachiez que l'une des causes de plantage d'un ordinateur, qu'il soit sous macOS ou sous Windows, eh bien c'est souvent lié à la mauvaise utilisation des typographies, donc on appelle des polices sur un ordinateur, qui souvent surcharge votre système d'exploitation et le font planter ou le ralentit. Raison pour laquelle vous devez utiliser un petit logiciel qu'on appellera un utilitaire de gestion de police ou de gestion de typographie qui va vous permettre d'activer et de désactiver les différentes familles de caractères que vous utiliserez au gré de vos travaux graphiques et de mise en page. Alors pour ma part, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Fontbase. Alors il a l'avantage d'avoir une version gratuite qui est largement suffisante pour réaliser tout ce qu'on veut d'un point de vue professionnel.
Rien ne vous empêche, bien entendu, de payer la contribution de 3 € par mois pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Pour la part, je n'en ai pas vu l'utilité. Donc, comment ça se passe? Eh bien, en fait, il faut que vous sachiez que lorsque vous avez un ordinateur, l'ensemble des polices doivent être centralisées à un endroit unique. Alors, sur Windows, c'est dans le dossier police ou fonte, ça dépend sous quelle langue est votre système d'exploitation Windows. Et sur Mac, il n'y a pas d'endroit dédié. Donc pour ma part, je suis allé dans Documents, et dans Documents, j'ai un dossier qui est un dossier fonte, et c'est dans ce dossier fonte que j'ai l'intégralité des typographies que j'utilise. Une fois que j'ai centralisé tous les fichiers de famille de caractères dont j'ai les droits, alors soit parce qu'on me les a fournis, soit parce que je les ai achetés, soit parce qu'elles sont libres de droit, eh bien, je vais pouvoir les glisser en fonction des besoins dans mon gestionnaire typographique. Alors c'est aussi simple que de faire ceci. Et automatiquement, la typographie est ajoutée dans la base de données de Fontbase, et je pourrai après aller la rechercher et l'activer. Alors vous voyez, pour l'instant, Fontbase est bien en train de me dire qu'il connaît cette typographie qu'il a dans cette base de données. Elle est bien située sur mon disque dur dans un dossier qui est un dossier que je ne modifierai pas. Et il me dit juste qu'elle n'est pas activée. Donc à l'heure actuelle, elle n'est pas prise en charge par le système d'exploitation. Ce qui veut dire que si j'ouvre un logiciel, quel qu'il soit, je n'y aurai pas accès. Si j'ai envie d'y avoir accès, eh bien, je peux cliquer sur ce petit rond, le rond devient vert, et donc la typographie, la fonte, est activée. Je peux avoir des prévisualisations ici avec un texte, je peux bien entendu changer le texte pour qu'il soit en adéquation avec ce que je veux écrire, pour avoir une meilleure vue. Je peux bien entendu modifier la taille de l'aperçu, et j'ai la possibilité de modifier un certain nombre de paramètres. Pour moi, tout ça, c'est un petit peu du gadget. Ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir gérer l'activation de mes typographies. Donc, si je récapitule, lorsque je télécharge une typographie, je la range dans le document, dans le dossier fonte que j'ai créé. Et une fois que c'est fait, je l'active via un logiciel comme Fontbase. Voilà pour ce qui concerne la charte graphique. Le deuxième ensemble de contraintes que je vais avoir à respecter, ce sont les contraintes liées au cahier des charges techniques de mon prestataire. Alors, il faut savoir que même si vous décidez de créer un document standard, comme ici un dépliant 3 volets 2 plis, eh bien malgré tout, il va y avoir des spécificités d'un imprimeur à l'autre liées à ses machines, à sa méthodologie de travail. Donc, la bonne attitude, c'est toujours de demander au prestataire que vous avez sélectionné de vous fournir son cahier des charges techniques. Un certain nombre d'imprimeurs ont un avantage, c'est que ils ne se contentent pas de vous fournir un cahier des charges techniques, ils vous fournissent aussi des gabarits. Alors, en ce qui me concerne, je travaille avec différents imprimeurs, mais je vais aujourd'hui vous présenter un imprimeur avec lequel je travaille en ligne. Alors, je flouterai bien entendu le nom, puisque l'objectif de cette chaîne est absolument pas de faire de la publicité pour qui que ce soit. Donc maintenant que je suis sur le site, je vais aller chercher dans les produits le document qui me va bien. Et ce document, donc moi je vais avoir un document qui sera livré plié. Je veux qu'il soit qu'il ait différentes spécificités, mais pour l'instant, tout cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ici de venir télécharger les gabarits et les documents. Donc, on va me demander de télécharger un gabarit en fonction d'un format. Moi, je vous ai dit que je voulais que ce soit un format A4 en format ouvert. Donc, je vais télécharger la version A4 format ouvert. Ceci étant fait, j'ai donc maintenant un fichier zip. Et dans ce fichier zip, je vais avoir un certain nombre de fichiers qui vont être exploitables pour pouvoir me servir de gabarit. Donc nous allons utiliser le format de fichier IDML. Alors pourquoi? Parce que l'imprimeur me fournit des fichiers InDesign en l'occurrence, que nous allons travailler sur Scribus, et que Scribus a un avantage, c'est qu'il est en capacité à lire l'IDML, qui est le format d'export InDesign, pour pouvoir justement être interopérable, c'est-à-dire s'ouvrir dans d'autres logiciels de PAO. Donc, ouvrons maintenant Scribus. Voilà, donc, bien entendu, j'annule, puisque je veux ouvrir un fichier spécifique. Je vais donc aller dans mon téléchargement. Alors, hop, Downloads. Je vais chercher en français. J'ai mon A4 ici, et je vais donc ouvrir mon fichier IDML, et je fais OK. Donc ici, que vois-je? Eh bien, j'ai donc un document qui s'ouvre,
qui va me proposer un certain nombre d'éléments et qui va me servir de gabarit. En fait, je vais directement créer mon document à partir de ce fichier d'imprimeur. Comme ça, je suis certain de respecter toutes ces contraintes. On voit qu'on a 2 pages, donc on a bien le recto et le verso. Alors pour l'instant, intéressons-nous d'abord à ce que nous voyons. Nous voyons que nous avons donc la table de montage, le gris foncé, c'est-à-dire la zone qui ne sera pas imprimée. En blanc, c'est l'intégralité de la zone qui sera imprimée, avec entre le trait rouge et le trait vert, la zone de fond perdu. Le trait vert marque la limite du fond perdu, donc je rappelle que le fond perdu, c'est une surface qui sera imprimée, puis découpée. En fait, c'est une zone de sécurité pour que lors du massicotage, c'est-à-dire de la découpe du document en format final, même si j'ai un mouvement de la feuille dans le massicot, eh bien, je ne me retrouverai pas avec un liseré blanc disgracieux. Donc, j'imprime un peu plus et après, je découpe. Donc, vert, je suis sur les fonds perdus. Donc, la zone entre le rouge et le vert, c'est du fond perdu. Ensuite, j'ai la ligne, le cadre rouge qui va symboliser le format fini du document, c'est-à-dire le A4, et le trait bleu va représenter ce qu'on appelle les marges techniques. C'est-à-dire qu'entre le trait bleu et le trait rouge, je ne dois positionner aucun texte et aucun élément important de mon document, parce que il risquerait, encore une fois lors de la découpe, de se retrouver soit tronqué, soit trop près du bord pour que ce soit élégant. Bien entendu, vous pourrez créer vos propres marges optiques cette fois, mais elles devront être à l'intérieur ou de la même taille que la marge bleue. Elles ne pourront pas être à l'extérieur. En fait, là, pour l'instant, je n'ai pas résolu toutes les problématiques, puisque je vais devoir aller voir un certain nombre d'autres éléments. Donc, je vais m'intéresser à la palette des calques, et je vois que dans ma palette des calques, j'ai un certain nombre de calques qui ne sont pas activés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles. Donc, je vais, moi, activer le calque qui porte le nom du type de pliage que je veux. Donc, nous avons dit que nous voulions un pli roulé. Donc, j'active l'œil de mon cadre pli roulé. Et qu'est-ce que je vois? Je vois apparaître ici des repères. Ces repères sont le symbole de l'endroit où nous allons avoir un pli. Et donc, vous voyez bien qu'entre le recto et le verso, ces repères de pliage ne sont pas positionnés au même endroit. Donc, c'est bien pour ça que c'est important d'avoir le gabarit de votre imprimeur, parce que ça peut jouer à 1 ou 2 mm. Alors, vous me direz, c'est pas grand-chose, certes, mais à 1 ou 2 mm près, vous pouvez avoir des fonds qui vont déborder sur la page d'à côté et ce sera moins qualitatif. Les autres calques ne me servent à rien, donc je vais les supprimer. De manière à commencer à avoir un document qui soit le plus sobre possible. Et bien entendu, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller mon calque de pli roulé et je commencerai à travailler sur le calque quadri, mais cela, nous le verrons dans le prochain tutoriel. Voilà, donc nous en avons fini avec les contraintes de base qui s'imposent à vous avant de commencer le travail sur Scribus. Il ne me reste plus qu'à enregistrer mon fichier avec un nom qui soit plus adapté que ça. Donc, je mets le nom de mon client, TAP, Terre d'Avenir Pay Restore. Je vais mettre le type de document. Bien sûr, aucun caractère spéciaux et aucun espace. Je garde le format et je vais juste, pour ma part, rajouter une date. Donc, nous sommes en novembre 2021. Je vais enregistrer directement mon document au bon endroit. Je vous remercie de votre attention et nous nous retrouverons bientôt pour la suite de ce tutoriel. Comment réaliser un dépliant 3 volets 2 plis sur Scribus. Et nous attaquerons cette fois directement dans notre logiciel préféré.